Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va tenter de répondre à une question: comment investir dans les énergies renouvelables, ou plutôt que veut dire investir dans les énergies renouvelables? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Laura Belay. Tout d'abord, bonjour Laura Belay. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ISR chez Mescart Asset Management, qui possède notamment 2 fonds concernés par ces sujets d'investissement dans les énergies renouvelables. L'un qui est plus obligataire, Impact Green Bond, et l'autre plus côté equity, transition durable action. Vous allez donc pouvoir nous expliquer dans un instant comment investir sur les marchés financiers dans les énergies renouvelables. Et on a le plaisir d'être accompagné également par Aurélien Gouraud. Bonjour Aurélien Gouraud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. Votre manière d'investir, si je puis le dire, c'est plutôt hors marché financier, puisqu'on va investir dans des projets au moyen de crowdfunding ou de crowdlending. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, grande question, on va commencer avec vous, Laura. Comment investir dans les énergies renouvelables? On va peut-être commencer par ce qui paraît le plus évident pour une personne qui veut gérer son patrimoine, qui a peut-être un compte titre ou un PEA, et qui se pose la question d'investir dans les énergies renouvelables. Avant d'aller sur le pratico-pratique, concrètement, quand on parle d'investir dans les énergies renouvelables, on parle de quoi aujourd'hui, Laura Belay? Alors, quand on parle dans les énergies renouvelables, d'investir dans les énergies renouvelables, on va vraiment aller chercher des investissements qui vont être dans la transition énergétique. Donc, on va aller chercher des acteurs, des énergéticiens ou alors des équipementiers ou des distributeurs qui vont être proactifs justement dans cette transition. Ça peut être des grandes entreprises qui vont aborder justement cette transition et donc changer leur business model. Donc des entreprises existantes qui ne sont pas que spécialisées énergie renouvelable, mais qui développent des projets d'énergie renouvelable, voilà, c'est ça? Tout à fait, avec toujours en tête des garde-fous sur certaines activités qui pourraient être un peu proscrites, comme le charbon ou le oil and gas dans une certaine mesure. Et on peut aussi aller regarder plus précisément des pure players qui vont être spécialisés dans certaines énergies renouvelables. Ça existe aujourd'hui des pure players sur les marchés financiers spécialisés dans les énergies renouvelables? Oui, tout à fait. Oui, on en trouve justement qui se développent. Donc certains pure players ont commencé pure players sur une typologie d'énergie renouvelable, comme par exemple l'éolien, et qui se diversifient sur d'autres énergies renouvelables justement pour diversifier leur offre et être un petit peu moins dépendant de l'intermittence. Alors Aurélien Gouraud, on va continuer avec vous. Je vais poser une question très naïve, peut-être qu'elle va vous faire sourire, mais pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut être rentable aujourd'hui quand on vend des énergies renouvelables? Rentable pour l'investisseur ou pour l'entreprise et donc pour l'investisseur? Oui, non. Les projets sont plutôt rentables. D'accord. Après, ce sont des projets d'infrastructure, donc avec des temporalités qui sont très longues, et donc on n'est pas sur du private equity très court terme ou un investissement boursier qui pourrait générer un retour très court et très conséquent. Là, on est vraiment sur une perspective assez longue, plutôt 20 à 30 ans, ce sont des actifs très longs, et donc il faut s'y projeter, même si les investissements qu'on propose ne sont pas sur cette temporalité. Les sous-jacents, eux, ont des durées de vie très très longues, et donc des retours sur investissement plus proches de ce qu'on connaît dans l'infrastructure de façon plus globale, et sur des maturités... Et alors, concrètement, avant de se poser la question de savoir de la manière dont j'investis dans quoi? J'investis dans un champ d'éolien, j'investis dans un parc solaire, j'investis dans un distributeur d'énergie qui va l'acheter à un producteur. Quels sont un petit peu, on va commencer avec vous Aurélien et ensuite Laura, quels sont l'écosystème, la chaîne de valeur de l'énergie renouvelable aujourd'hui en France, si je reste cantonné à la France ou à l'Europe? L'écosystème, il est très très large. On peut faire le parallèle avec l'immobilier où on a un certain nombre d'acteurs à des étages différents. On va retrouver la même chose dans les énergies renouvelables. Donc on parlait de fournisseurs de matériaux. Donc ça, c'est la première brique, et qui est plutôt une brique sur les marchés cotés, pas concerné l'Endopolis. Et ensuite, on a des acteurs qui sont dits des développeurs de projets, qui vont sourcer un terrain pour ensuite emmener le projet jusqu'à sa mise en production et production d'électricité. Donc ça, c'est même pas des producteurs, c'est encore... Ça sont des... C'est des producteurs, d'accord. Ce sont des producteurs in fine. On va retrouver certains qui sont cotés, plutôt cotés marché financier, et des acteurs non cotés, qui sont souvent encore des PME, mais avec une taille substantielle, qui ont souvent fait des levées de fonds de quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros, et qui font appel à nous pour financer donc l'étage maison-mère. Et puis on va descendre tout en bas, c'est-à-dire financer ce qu'on appelle la société projet, qui est généralement créée pour porter une centrale solaire ou un parc éolien. Et on intervient donc aux 2 étages, potentiellement sur des étages intermédiaires, mais voilà, on a ces 2 extrêmes où on finance des risques un peu différents.
Bien sûr, Quand au niveau de la l'équipe en stratégie ou au niveau du projet. Mais l'exemple que vous nous avez donné reste focus producteur. Est-ce que, peut-être on peut continuer avec vous, Laura, sur toute la chaîne de valeur, on imagine qu'on produit l'électricité. Ensuite, est-ce que le distributeur d'électricité est aussi une entité qui concerne l'investissement dans les énergies renouvelables, par exemple ? Oui, tout à fait. Le distributeur est un maillon de toute cette chaîne de valeur. Chaque maillon va avoir ses propres aussi, ses enjeux. Et donc, il est tout à fait important vraiment d'aller regarder précisément chaque enjeu propre à eux. D'accord. Le distributeur va devoir être aussi très transparent dans la manière dont il va s'approvisionner en énergie pour le distribuer. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir vraiment chaque enjeu environnementaux, sociaux que l'on va retrouver dans toute cette chaîne de valeur. D'accord. On va dire de l'équipementier, même du matériau au distributeur. Oui, parce que j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de questions. Alors effectivement, on produit de l'énergie renouvelable, donc on est considéré comme appliquant un certain nombre de normes ESG, mais que se passe-t-il quand j'ai plus suffisamment d'énergie renouvelable à disposition et que j'ai des clients que je dois approvisionner en énergie? Ou est-ce que vis-à-vis de mes salariés, j'ai une politique qui correspond normalement aux normes ESG? C'est ça qu'il faut vérifier aussi quand on veut y investir? Oui, et plus globalement, il faut regarder le comportement de l'entreprise et la manière dont elle va agir justement dans cette chaîne de valeur, parce qu'en général, on a quand même des donneurs d'ordre qui sont assez importants, qui peuvent avoir une influence significative sur ces fournisseurs. Et l'idée, c'est de voir si leur niveau de responsabilité va jusqu'à cette chaîne de valeur-là et va intégrer les droits de l'homme dans ces due diligence, la protection de l'environnement, la lutte contre les pollutions, etc. Et donc, c'est tout ça qui va être vraiment très important de voir, c'est le niveau de responsabilité de chacun des acteurs dans toute cette chaîne-là et de se dire que chacun a son influence à maîtriser. Alors, si je veux très concrètement maintenant regarder les modalités d'investissement, on va continuer sur les marchés financiers avec vous et on reviendra sur le crowdfunding avec Aurélien Gouraud dans un instant. Il y a deux manières de faire. On peut acheter des actions ou on peut investir en actions ou investir en obligations. Quelle est la différence pour l'investisseur? D'un côté, en fait, on prend des parts d'une entreprise, donc on s'associe à la stratégie de l'entreprise, alors qu'au niveau obligataire, on est plus sur des projets spécifiques développés? Oui, alors après, il y a un mécanisme de green bond qui est assez précis et qui permet justement d'aller cibler des projets. Donc l'entreprise s'engage dans un cahier des charges précis à définir un nombre de projets qui peut être concerné par les énergies renouvelables, par exemple. D'accord. Ouais. Et là, dans ces cas-là, le porteur obligataire sait que l'argent qui va être utilisé va servir justement à ces projets-là. D'accord. Il y a des critères à respecter pour pouvoir émettre des green bonds. D'accord. Exactement. Et l'idée, c'est que derrière, on aura un retour à la fois financier, mais aussi sur l'impact extra-financier qui est généré avec des émissions de CO2 évitées, etc. Donc, on va avoir des indicateurs supplémentaires, complémentaires, pour voir justement l'intérêt de ces véhicules-là. Donc ça, c'est le green bond qui va financer des projets. Et il y a évidemment sinon l'investissement en actions classiques. Et là, il faut faire attention, entre guillemets, à ce que la stratégie de l'énergéticien en question corresponde aux valeurs qu'on veut promouvoir lorsque l'on investit dans les énergies renouvelables. Tout à fait. Et là, donc après, chaque maison aura ses propres cahiers des charges. Donc nous, on a une politique d'exclusion du charbon, dans le sens où on va vraiment être très rigoureux sur cet aspect-là. On va avoir des critères aussi assez exigeants sur la partie plus énergie fossile. D'accord. Et on a des seuils minimums que l'on a placés en interne justement sur les énergies renouvelables pour dire que ça y est, c'est suffisamment conséquent. L'entreprise est vraiment engagée dans sa stratégie de décarbonation à travers des énergies renouvelables. Comment on fait rapidement quand on a une entreprise qui fait des énergies fossiles et des énergies renouvelables? Alors, on va regarder précisément la manière dont elle opère son plan de transformation. On a des outils qui nous aident aussi à voir et à percevoir l'engagement et la robustesse des objectifs fixés, et notamment des organismes comme la Science Based Target qui nous permettent de valider, on va dire... Que la transition est en cours. Que la transition est en cours, robuste, et qu'il y a des moyens qui sont déployés derrière concrètement. Aurélien Gouraud, si on sort maintenant des marchés financiers et qu'on va investir, donc j'ai envie de dire à la base des projets, puisque finalement le crowdfunding c'est un petit peu ça, c'est quand les projets se montent ou se créent. Cette fois-ci, comment est-ce que j'investis dans ces projets d'énergie renouvelable? Est-ce que déjà il faut que je sois expert en énergie renouvelable pour savoir ce que veut dire créer un parc éolien? Non, ça va être le travail de mon équipe d'analyser, de sourcer, d'analyser et de structurer le produit financier in fine avec des sujets mixtes qu'on ne retrouve pas par rapport au marché coté, puisqu'en fait on finance une centrale solaire qui est par nature
100% énergie renouvelable, avec un risque qui est propre à cette centrale et pas D'accord. autre chose. Il n'y a pas d'humain dans le projet qu'on finance. Donc, c'est uniquement de la production d'électricité. Et on intervient soit en dette, Ouais. aux côtés généralement de banques, parce que ce sont des projets qui, comme l'immobilier, sont financés très fortement par de la dette bancaire, long terme, de l'ordre de 80 à 90% de l'investissement. Donc, D'accord, on n'est qu'une brique dans le plan de financement. Et l'autre schéma où on est copropriétaire de la centrale avec un développeur ou producteur d'électricité, ça dépend du terme qu'on utilise, qui lui est là pour porter le projet pendant plus longtemps que nous. On intervient sur une maturité qui est beaucoup plus courte, entre 3 et 5 ans. Et donc sur les premières années de production de la centrale. Si je reviens sur votre exemple de 80-90% financé par la dette bancaire, pourquoi les 10% restants sont accessibles au grand public, si je puis dire? Alors, c'est issu initialement d'un système d'appel d'offres qui a D'accord. été lancé par l'État français, dans lequel on a donné la possibilité aux porteurs de projets de faire appel aux riverains et en Au contrepartie. premier concerné par le projet en question, d'accord, aux voisins. Et en Ouais. contrepartie, l'électricité bénéficiait d'un bonus sur son prix de vente garanti sur 20 ans, qui fait que il y avait les porteurs de projets, et on va trouver des tailles très petites avec des acteurs locaux, comme de très grands énergéticiens, comme les trois grands qu'on connaît en France, sans les citer, qui font appel aux participatifs pour proposer aux particuliers riverains du projet de co-investir à leur côté, et donc d'être copropriétaire d'un actif qui est complètement tangible à côté de chez eux. C'est risqué d'investir en propre sur un projet d'énergie renouvelable? En propre, En propre, je veux dire sur un seul projet plutôt que d'avoir sur un portefeuille ou sur un fonds. Par nature, on pousse à la diversification. Après, on reste sur des actifs qui sont complètement tangibles, adossés à des contrats long terme de vente de l'électricité. Oui, parce que en fait, mature. j'imagine que une centrale solaire ou un parc éolien ne voit le jour que s'il y a des contrats de distribution derrière. Comment ça fonctionne? Le temps de développement est assez long selon les technologies. Un parc éolien, c'est 7 à 10 ans en France. Une centrale solaire, c'est 3 ans entre le moment où vous identifiez l'emplacement et le moment où elle se met à produire les premiers kilowattheures. Donc il y a tout un processus pour développer et mettre en construction le projet. Donc avec des permis de construire, une maîtrise foncière, parce qu'il faut signer un bail pour construire la centrale. Donc il y a un certain nombre d'étapes que nous, on va valider en interne et nous assurer que tous Bien sûr. ces étapes ont bien été franchies correctement et que la solidité du dossier ne peut pas être mise en cause. Et puis à partir du moment où la centrale est en service, c'est un risque d'exploitation. Et je dirais que le risque majeur, c'est un ensoleillement moindre que ce qui était prévu. Les technologies sont matures, la maintenance est de toute façon très régulière et avec des assurances pour les pertes d'exploitation. Donc le vrai sujet, c'est le changement climatique et son impact sur la production de ces centrales solaires ou parcs éoliens. Laura Bellet, très rapidement, même question sur le risque d'investissement avec cette thématique énergie renouvelable sur les marchés financiers. C'est un risque différent des autres actifs? Je rejoins tout à fait le principal risque. On est sur le degré d'ensoleillement, le vent. Le niveau de vent, oui. Le niveau de vent, etc. Et maintenant, j'irai même jusqu'au bout de se dire que quand on cherche un investissement responsable, on va regarder aussi les risques qui sont liés peut-être aux droits de l'homme quand on parle justement de cette chaîne de valeur, où on dit qu'on ne veut pas non plus investir dans les énergies renouvelables et qu'il y ait un impact négatif sur ces sujets-là, ou plus globalement sur un risque réputationnel associé à ces enjeux. Merci beaucoup Laura Bellet, responsable recherche ISR chez Mescart Asset Management. Merci également Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.